J'ai regardé les réactions là sur les questions, remarques, je sais pas comment ça s'appelle, là où les personnes interviennent. Je peux peut-être apporter des éléments de réponse aux questions qui étaient posées là. Sinon, j'ai pas de point particulier sur les autres interventions. Il y a Émilie Cam, je sais pas si elle est en ligne encore là, qui pointait et qui rappelait la notion de forêt urbaine. Là, je ne sais pas sur quel dia ça faisait écho, mais c'est vrai que cette rapidité de la transformation fait qu'il y a aussi une rapidité de la construction d'un nouveau vocabulaire, quoi. Voilà, on entend tous parler d'oasis urbaines, d'îlots de fraîcheur, voilà, le vocabulaire urbain et le vocabulaire de l'espace public s'invente chaque jour là en ce moment et voilà, on n'arrive pas toujours à suivre. La notion de forêt urbaine, ça a été inventé au Japon il y a quelques années. Et pour information, il y a un colloque, séminaire, etc., qui est préparé à Lyon. Hein. On m'a demandé de participer à sa préparation depuis quelques mois, qui devait avoir lieu ce dernier semestre-là, mais qui a été reporté l'année prochaine pour les raisons que nous connaissons tous. Voilà, mais voilà, c'est un sujet de travail. Alors, derrière tous les mots nouveaux, dans un premier temps, c'est pas très clair, quoi. Hein, voilà, on emploie des mots et c'est important de fouiller quoi chaque mot renvoie pour pas faire de la bouillicha avec ce vocabulaire qui arrive très vite, quoi. Voilà. Moi, je suis très habitué, par exemple, à rappeler ce que veut dire paysage, quoi, voilà, qui est pris à toutes les sauces, ou biodiversité, qu'on confond avec la faune, la flore, la nature, l'écosystème. Il y a des mots et il faut les remettre à leur place si on veut travailler correctement. Et en ce moment, il y en a beaucoup. Il y a une question et des remarques sur la place des citoyens. Oui, j'ai aussi une question qui, je pense, est assez importante. Voilà, quelqu'un nous dit la ville de demain devrait être à la fois accessible à tous, belle, écologique. La question est comment accompagner les élus dans cette vision de la ville de demain? Quelle est la place des citoyens dans la commande, quand la commande est de faire vite, très vite? Et comment maintenir les constructions tout en trouvant des espaces à végétaliser pour apaiser la vie en ville? Voilà. Alors, et donc la question des citoyens, elle revient plusieurs fois. Juste la notion de beauté, c'est-à-dire que c'est juste fondamental. Pour ça, je faisais un appel aussi aux artistes. La beauté, c'est aussi une notion qui se transforme avec nos mondes, nos cultures et nos sociétés. Hein. Certains trouvaient que Picasso, c'était pas beau, hein, et Le Corbusier non plus. Donc l'esthétique se reconstruit avec les valeurs du temps, les changements du temps, mais elle doit être toujours le processus, parce que c'est quoi la beauté? Enfin, on va pas faire un congrès sur la beauté là ce matin, mais voilà, c'est une optimisation, comme quand une fleur, quoi. Hein, voilà. L'érosion dans un paysage, c'est une optimisation au service des besoins vitaux. Voilà. Et ça nous revient comme de la beauté. Donc c'est au cœur du processus. Il faut bien l'avoir en tête. C'est pour ça que je terminais par ce petit clin d'œil aux artistes. Mais concernant l'élu, le citoyen, bon, d'abord les élus, c'est les citoyens. Il n'y a pas une espèce génétique d'élus. À un moment, on se dit, on y va, quoi. Voilà. Bon, soit on en a marre de râler, soit on en a marre de ne pas être là où on appuie sur le bouton, mais à un moment, on y va, il faut y aller. J'essaie de convaincre plein de collègues de dire allez, va voir l'équipe et puis essaie de. On apprend plein de choses, hein, on a plein de déceptions, ça va lentement, tout. On n'est plus dans la technique, mais voilà. Donc les citoyens, les élus, c'est la même chose. Voilà, moi, j'aime pas du tout qu'on dise qu'il y a les citoyens d'un côté et les élus de l'autre. C'est une vision schématique qui fait beaucoup de mal parce que ça nourrit certaines idéologies que vous connaissez. Mais la question des citoyens en France, elle est très compliquée. Moi, j'ai travaillé en Italie, j'ai fait pas mal de trucs en Espagne. On connaît les Suisses, on connaît les Allemands. La citoyenneté, elle est construite dès qu'ils sont nés, quoi. Enfin, c'est un travail permanent. Nous, on revient de très loin parce que c'est notre histoire. Hein, voilà. Mes premières missions de paysagiste conseil en Ariège, il y a 20 ans, c'est rien. Hein. Et ben, quand j'allais en subdi de l'équipement à 30 km de Foix, et ben, la subdi, elle faisait le plan d'occupation des sols,
elle faisait l'aménagement de la place du village, elle faisait le rond-point, l'entrée du village, l'entrée. Jamais une réunion publique, jamais un document d'information, rien. Donc, bon, c'était il y a 20 ans, c'est-à-dire rien, quoi, même pas une génération. Donc, on débute, on est des bébés en matière de citoyenneté en France, beaucoup plus qu'en Italie, qu'en Suisse, qu'en Allemagne, etc., du fait de notre histoire. C'est pas, je ne m'auto-flagelle pas, mais on tâtonne, quoi. Voilà, on tâtonne. Alors, on a des gommettes jaunes, des gommettes roses, c'est mignon comme tout. Bon, il faut essayer, il faut apprendre et on va y arriver. Le plus compliqué aujourd'hui, le plus gros enjeu, Avignon, je vous le disais, moins de 100 000 habitants. On a fait des ateliers, on fait des ateliers tout le temps sur tout. Eh bien, c'est toujours les 100 mêmes habitants. En général, des collègues, anciens de la DDE, c'est toujours les 100 mêmes. Il y a un gros boulot pour aller chercher ce qu'on appelle les invisibles. Et c'est une priorité absolue. Alors nous, pour répondre à la question, la citoyenneté, c'est permanent. C'est permanent. Dans la construction du programme politique, hein, on a fait 9 ateliers pendant la campagne électorale dans chaque quartier, etc. Et en allant chercher les gens au marché et tout. Et ensuite, c'est un travail permanent. Voilà. C'est pas une fois qu'on a fait un projet, on le montre, on discute. Ça sert à rien. Voilà. C'est juste une réaction rapide. D'accord. Oui. Merci beaucoup. Alors après, on pourrait continuer à discuter parce que je vois qu'il y a de nouveau des réactions. Mais j'aurais voulu qu'on revienne à Nemours pour éventuellement approfondir un petit peu. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait demandé plus d'informations sur la démarche Action Cœur de Ville à Nemours. Alors oui, effectivement, je pense qu'on pourrait peut-être en parler parce que c'est quand même une ville très emblématique de l'Action Cœur de Ville. Avec voilà, une ville qui est extrêmement belle, mais qui est malgré tout dans une forme de manque de dynamisme, effectivement, en termes de commerce. Donc, il y a un projet, voilà, pour le rendre plus touristique, qui est extrêmement intéressant. Donc, peut-être que Virginie, vous pourriez nous en parler un peu. Vous m'entendez? Oui, très bien. D'accord. Alors, en effet, vous faire un résumé de l'opération Cœur de Ville, oui. De toute façon, le programme, c'est donc 5 axes qui sont forcément liés les uns aux autres. Donc, il y a une grosse part, en fait, il y a un gros potentiel à Nemours au niveau tourisme, de par son patrimoine, puisqu'on a une église, un château, de par son… vous me voyez là ou vous m'entendez? Oui. De par son patrimoine historique et de par son environnement naturel au bord de l'eau. On a le passage de l'Eurovéloroute 3, donc la Scandibérique, qui passe sur les bords du canal du Loing. Donc, un des projets de l'opération Cœur de Ville, excusez-moi, c'est de réhabiliter un bâtiment en bordure du Loing que possède la ville pour en faire un gîte étape de la maison, un gîte étape pour l'Eurovéloroute. Ce bâtiment est situé à proximité immédiate du centre-ville, donc de poursuivre le cheminement des voies douces avec des pistes cyclables pour inciter les personnes, alors ça peut être des randonneurs ou des cyclistes, hein, c'est pas forcément des cyclistes, à rejoindre le centre-ville. Donc ça, c'est un des premiers projets. Ensuite, on a toute une réflexion sur la mobilité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans Cœur de Ville, c'est un dispositif qui dure 6 ans. On a en gros 2 ans de phase d'études et 4 ans d'opérationnalité. Nous, là, on en est à la fin de la période d'études parce que malheureusement, avec le Covid et les élections municipales, on a pris 6 mois dans la vue dans notre projet. Donc là, on termine les phases d'études et on va enclencher les opérations. Ce qui est la phase finalement la plus compliquée puisqu'il faut dégager les financements.
Et il faut que les élus en place actent un certain nombre de directives. Donc, tant qu'on est dans la phase d'étude, je dirais que c'est facile. Et là, maintenant, il faut enclencher et prendre des décisions et engager des budgets au-delà de toutes les aides financières que les partenaires de l'État peuvent nous apporter. Donc, on a une étude de mobilité qui est terminée, de laquelle il faut qu'on enclenche des actions opérationnelles. Donc, la mobilité douce va en faire partie, notamment par, dans un premier temps, augmenter la part du vélo dans le centre-ville, connecter le centre ancien et la ville de Nemours aux pistes cyclables et aux rondes cyclables de l'intercommunalité, puisqu'il faut aussi penser intercommunalité et ne pas se développer sans se raccrocher aux petites villes environnantes. La part de l'automobile, donc ce que je disais, c'est que c'est un constat avec une part de l'automobile très importante, des problématiques dans le centre-ville. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas, quand on parle ici centre-ville, nous, c'est deux artères qui se croisent, hein, c'est très concentré. Mais dans le centre-ville, on a des places avec du stationnement, ce que je disais, on a des petits parkings et on a surtout une rue commerçante avec du stationnement. Et c'est là l'enjeu de rendre accessible aux piétons cet espace public de manière plus sereine et plus sécurisée. Mais on ne peut pas travailler de manière très frontale sur ce sujet en imposant un retrait des places de stationnement, parce que là, sinon, on se met tous nos commerçants à dos. L'idée n'est pas de retirer tout le stationnement du centre-ville, mais de laisser quelques poches et de faire en sorte de rendre les sens de circulation fluides et de conserver la visibilité des commerces tout en maintenant un certain flux de circulation et un partage entre les piétons et les véhicules. Donc ça, c'est une part importante des déclinaisons opérationnelles qu'on doit mettre en place. Par rapport au commerce, on a des actions. Alors, on a un manager de centre-ville qui est en place depuis plusieurs années. Donc, il travaille avec l'association des commerçants de Nemours, qui est très dynamique. C'est une association avec plus d'une centaine de commerçants adhérents. Donc là, c'est pareil, on les soutient énormément. Alors, il y a eu la situation du Covid, comme pour tous les commerçants. Donc là, on est vraiment dans une logique d'accompagnement, de soutien. On essaye de les inciter à se développer sur de la vente en ligne. Mais encore une fois, on n'est pas à Paris, on n'est pas en petite couronne, on est dans une ville de 13 000 habitants. Donc, les usages de consommation ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc, on a conscience qu'on a une fenêtre de tir avant la fin de l'année, je pense, 2020, pour enclencher cette démarche du numérique avec nos commerçants. Mais pour que cette démarche réussisse, il faut qu'on ait l'adhésion d'un minimum d'entre eux. Sinon, on dépensera du temps et de l'argent pour rien. Donc là, on va enclencher une phase de travail avec eux sur ce sujet. C'est essentiellement ça. Et on travaille également à la mise en place d'aides sur le changement des stores, la rénovation des façades, ce genre de choses. On a une configuration de commerce avec peu de linéaires de façade, puisqu'on est dans un centre ancien, historique, donc des petits commerces, souvent en longueur. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas d'enseigne nationale, puisqu'on n'a pas assez de linéaires de façade, mais pas assez de visibilité. Donc, on a des études de commerce plein les tiroirs qui nous disent qu'il faut travailler sur le commerce de bouche, le commerce de niche, le bio, le développement durable, l'équitable, voilà, ce genre de choses. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Le tourisme, voilà, c'est quelque chose d'acté et qui commence à se développer. L'objectif, c'est vraiment que Nemours devienne un pôle d'activité culturelle et touristique dans le sud Seine-et-Marne, puisqu'on a tout vraiment pour réussir. On se rend compte avec
le confinement et le post-confinement, qu'on a des gens qui viennent à Nemours, qui ne venaient pas avant, qui viennent le week-end passer une journée, pique-niquer au bord de l'eau, voilà, qui trouvent la ville charmante. Ça va avec, je pense, ce qui s'est passé durant le confinement et les Parisiens qui se sont sentis à l'étroit dans leur appartement et qui ont besoin d'espaces publics plus ouverts peut-être. Donc c'est pareil, là on a une fenêtre de tir à jouer sur l'immobilier, mais on a une problématique comme beaucoup de centres-villes maintenant, c'est que notre centre-ville s'est paupérisé et se paupérise. On avait des belles maisons bourgeoises qui ont été achetées et découpées en petits appartements. Donc aujourd'hui en centre-ville, on ne peut pas accueillir de familles correctement dans un 80-90 mètres carrés en centre-ville. Donc, on a tout un volet de cœur de ville qui se positionne sur le logement avec une OPARU qui débouchera l'année prochaine, je pense. On a des problèmes de logement indigne, de logement insalubre, de marchands de sommeil carrément. Donc, on a toutes ces problématiques, on a tous les éléments, on travaille de front sur tous les dossiers. On a une forte volonté municipale de faire bouger les choses. On a tous nos voyants qui sont au vert avec des financeurs. Donc, je pense qu'on va arriver à faire de Nemours, à donner à Nemours et à rendre à Nemours l'image qu'elle mérite en dessous Fontainebleau, puisque en dessous Fontainebleau, il y a encore des communes qui ont de la valeur et qui mériteraient d'être visitées. Voilà. Absolument, oui, oui, je confirme que Nemours, c'est absolument magnifique. Nemours qui était appelé dans les années 70, comme nous l'a appris Madame le maire de Nemours, la petite Venise du Gâtinais. Tout à fait, oui. Nom tout à fait mérité. Hein. Vous pourrez voir les photos de Nemours sur la page Facebook du séminaire, photos prises par Pascal. Donc, on voit que c'est absolument magnifique. Donc voilà, vraiment… la ville typique de demain, Nemours, parce que c'est une ville à taille humaine, comme on dit maintenant. Donc voilà, à redynamiser avec ce site emblématique des Moulins que vous avez présenté. Voilà, on imagine effectivement que ça pourrait être absolument magnifique avec des terrasses de café dans un cadre comme ça historique, très très beau. Effectivement, c'est très, très prometteur. Et puis, ce que vous le disiez concernant les commerces, on aura l'occasion d'y revenir encore cet après-midi avec Chantal Dethmine, on parlera des commerces, mais c'est vrai que ça fait partie entièrement de l'espace public, parce que c'est l'animation de l'espace public, c'est essentiel. Et d'ailleurs, on a eu une question qui rejoint un petit peu ça. On a une question de quelqu'un du public qui nous demande a-t-on des expériences réglementaires, des liens entre espaces publics, entre les espaces publics et les constructions qui les bordent? Comment les élus locaux peuvent lier les enjeux décrits pour l'espace public avec les constructions privées qui en sont un cadre? Donc ça, c'est une question qui est intéressante et qui regroupe un peu ce qu'on disait. Sébastien, vous auriez une réponse? Oui, enfin, de notre expérience ici à Avignon, mais je sais qu'à Paris, les rez-de-chaussée sont très présents dans le PLU de Paris. Hein. Paris était une des villes pilotes sur la maîtrise des rez-de-chaussée par rapport y compris le type d'activité, pour éviter qu'il n'y ait plus que des banques, quoi. Parce que si les beaux partent sur le marché sans affectation spécifique, il n'y a plus de boulanger, quoi. Hein, voilà. Concurrence à une banque pour un rez-de-chaussée bien placé. Bon, bref, à Avignon, on a un travail de révision de PLU, et dans le PLU, bien entendu, le travail sur les rez-de-chaussée, notamment, et les porosités, les alignements également sur la rue, c'est une partie très très importante. On a missionné notre agence d'urbanisme. Donc, les nouvelles
les nouvelles OAP thématiques sont, dans les PLU sont des outils très, très précieux. Donc ça, c'est l'aspect réglementaire qui permet d'aller assez loin quand même. Et puis, il y a l'aspect opérationnel, c'est-à-dire qu'un règlement, il a une tête, mais il n'a pas de jambes ni bras. La ville, on est en train de créer une société publique locale pour acheter des rez-de-chaussée, pour avoir une politique volontariste sur certains espaces, certaines places, certaines rues, ou du foncier sur les microcentralités de la ville, pour être un acteur de cette relation entre l'espace public et les bords privés. Voilà. Il faut être parmi les acteurs de ce qui se passe de l'autre côté de la limite. D'accord. Oui. Merci beaucoup, Sébastien. Je voulais peut-être juste aborder un sujet qui est quand même assez essentiel, qui a été pointé par quelqu'un du public, qui nous dit, et ça on peut peut-être en parler concernant Nemours, qui nous dit « Quid de la grande distribution périphérique qui tue les centres-villes ?» Donc là, l'exemple de Nemours est assez particulier. On voit que la réalité est complexe. Donc peut-être que vous pourriez nous dire, Virginie, quelle est la situation à Nemours concernant cela? J'ai pas écouté excusez-moi, j'ai pas écouté la question. Oui, c'est concernant la question d'un auditeur. Quid de la grande distribution périphérique qui tue les centres-villes? Ah oui. Alors, je sais qu'à Nemours, c'est un peu particulier, voilà. Oui. Alors, on n'a pas, nous, à Nemours, à proximité immédiate de ce qu'on appelle vraiment des centres commerciaux, à l'image de ce qu'on peut trouver en petite couronne ou même moyenne couronne. Le maire a toujours veillé au grain, justement, du développement de la grande distribution en périphérie pour ne pas tuer son commerce de centre-ville. On a des enseignes alimentaires, courantes, classiques. On a quelques enseignes nationales d'habillement, mais ça reste quand même très, très modeste. Mais voilà, l'enjeu en fait de la dynamisation du centre-ville, c'est qu'aujourd'hui, on a des Nemouriens qui quittent Nemours le samedi matin, qui prennent femmes, enfants, qui vont dans les centres commerciaux parisiens, essonniens, Carré-Sénard, Val d'Europe, Villiers-en-Bière chez nous, et qui font leurs courses, qui mangent sur place le midi, qui se promènent, puisqu'ils considèrent cette sortie comme une promenade, et qui rentrent à Nemours, qui déchargent leurs courses et qui ferment la porte et qui ne ressortent pas de chez eux. Donc, un samedi où ces gens-là ne vont pas consommer à Nemours, ne vont pas aller boire un café à Nemours, ne vont pas s'installer à une terrasse, ne vont pas aller manger une pizza, une glace avec leur enfant en fin de journée. Donc, vraiment, l'objectif, c'est de rendre ce centre-ville attrayant, et sachant qu'il l'est déjà, mais de donner envie à cette population de rester à Nemours, de concilier l'achat alimentaire en centre-ville parce qu'on a des produits de qualité et parce qu'on va se faire plaisir à aller manger une glace, aller voir une expo, écouter un petit concert dans un café, faire en sorte que le week-end, les Nemouriens, parce qu'au-delà des touristes ou des consommateurs qui viendraient des environs, il faut déjà captiver nos administrés à rester sur le centre-ville. Donc nous, on n'a pas une aspiration via le commerce par la périphérie, mais on l'a par des centres commerciaux vraiment éloignés de Nemours. Voilà ce que je peux dire. D'accord. Oui, donc on voit que c'est une situation quand même assez particulière, puisque quelque part, vous aimeriez mieux avoir de la grande distribution sur Nemours, quoi. Je ne sais pas si ça se passerait mieux, mais non, je pense pas, parce que je pense que ça tuerait encore plus le centre-ville. Oui. On a la chance en centre-ville d'avoir
quelques commerces de bouche de réputation, qui ont une réputation qui dépasse la ville. Hein. Il y a vraiment une très, très bonne réputation. Donc, voilà, on mise sur ça, sur vraiment quelques commerces, un commerce de qualité, des produits de qualité. Et on voit, je pense qu'avec la situation post-Covid, les gens sont quand même dans l'attente d'autre chose, d'un autre mode de vie, d'un autre mode de consommation. Après, la question, c'est de savoir si cette évolution va perdurer dans le temps ou si c'est seulement un effet qui va malheureusement s'éteindre dans quelques mois. Oui, effectivement. Mais c'est vrai qu'à Nemours, ce qui est aussi remarquable, c'est le fait que vous n'avez pas de franchise, quoi. Donc, vous le déplorez, mais d'un autre côté… Les Nemouriens vont les chercher ailleurs. Oui, mais en même temps, ça donne quand même au centre-ville, ça permet que le centre-ville ne donne pas cette impression de standardisation, oui, tout à fait. de marketing, de Disneylandisation totale. C'est certes des petits commerces qui peuvent être parfois effectivement bas de gamme ou voilà, mais au moins c'est pas des grandes marques qu'on trouve partout. Ah non, ça non. Ouais. Donc on voit que c'est ça qu'il faut jouer, il faut se démarquer. Mais voilà, on connaît la complexité du commerce. Pour avoir un commerçant qui s'installe, qui réussissent avec des produits qualitatifs à des prix abordables. Enfin, ça fait beaucoup de paramètres à mettre dans la balance pour y arriver quand même. Exactement. Oui, tout à fait. On a une autre question qui rebondit sur la présentation de M. Engels. Quelqu'un nous dit quid des enjeux de confrontation du commerce et du e-commerce soulevés par M. Engels. Ces projets en cours ont-ils modifié leur programme suite aux enjeux issus du volet sanitaire? Donc, est-ce que effectivement la crise sanitaire a engendré vraiment une accentuation du e-commerce? Est-ce qu'il y a une modification des projets qui est liée à ça? Sébastien, peut-être, vous pourriez peut-être réagir à cette question en lien aussi avec une autre question qui était posée, qui vous concernait. Quelqu'un nous a dit, en s'adressant à vous, merci pour cette allocution. Avignonnaise d'origine, j'ai vu la transformation de la ville qui se poursuit et qui est formidable. Pouvez-vous nous dire comment la concertation s'est organisée avec les habitants et les commerçants, particulièrement en centre-ville? Oui, j'avais vu cette remarque-là. Sur les citoyens, globalement, j'en ai parlé tout à l'heure sur les ateliers permanents, sur chaque projet, et il faut que ce soit permanent. Avec les commerçants particulièrement, parce qu'il y a une crainte, dès qu'on transforme l'espace public, on transforme une rue avec des trottoirs de 20 cm et une ligne de stationnement de tous les côtés, les commerçants sont très inquiets parce qu'ils pensent que c'est la voiture qui les fait fonctionner. Si on repasse aujourd'hui que c'est piéton et plat d'un bout à l'autre, on parlait d'accessibilité PMR ou autre, ils n'ont plus du tout envie qu'on remette les voitures en stationnement, voilà. Mais le travail avec les commerçants, il y a des associations de commerçants et c'est des partenaires hyper importants. Ils étaient intégrés aux réunions de chantier toutes les semaines, que ce soit les riverains, les associations de commerçants, etc. Après la phase de conception du projet, ils étaient intégrés au chantier parce que tous les jours, il y a un problème, l'accessibilité, le garage, la livraison, voilà. Donc ils font partie du processus chantier. Sur la partie plus globale avec les grandes surfaces, le bassin de ville Avignon était celui où il y avait le plus de mètres carrés de grandes surfaces par habitant. Voilà. C'est comme ça, c'est l'histoire. Avignon Nord, on a 3 Auchan, bref, tout autour. Et donc en arrivant en 2014, on a décrété, c'était symbolique, mais ça a eu de l'effet, on a décrété un moratoire sur les grandes surfaces. Alors c'est facile à dire pour la ville-centre, parce que c'est pas sur son territoire que ça se passe.
puisque les grandes surfaces sont sur l'agglo, la communauté d'agglomération. Pour autant, ce moratoire a fait parler au niveau du ministère. Hein, j'ai eu des appels, et puis ça, voilà, dans les projets de loi en cours, là, l'idée de donner une place particulière à la ville-centre dans les décisions sur les grandes surfaces en CDAC fait son chemin. Et travail de moratoire, les communes des villes périphériques, à l'occasion de la révision de notre SCOT, on a réussi à faire un SCOT où il n'est plus possible de faire des grandes surfaces, au-delà de 1000 mètres carrés. Voilà, c'est interdit par le SCOT maintenant. Donc, il faut y aller. Il faut peut-être commencer par des décisions symboliques, les faire connaître, entraîner les autres, et puis utiliser après les différents outils, SCOT et autres, et puis pousser à la révision réglementaire ou législative au niveau central. Voilà, voilà. D'accord, très bien. Et concernant les suites de la crise sanitaire pour les commerçants, est-ce que vous observez que les gens se tournent Ah oui. Alors, les suites, bon, on les connaît pas vraiment encore tout de suite, mais le pendant, c'est que on a mis en place très très tôt, ça a changé tous nos métiers du jour au lendemain et chaque nuit, hein, cette période-là. Février, le maire, toutes les nuits, a réinventé son métier de maire. Hein, c'était vraiment très sport. Et entre autres, on a mis en place avec les halles, l'association des commerçants, etc., un système numérique pour les livraisons. Il y a des livreurs en vélo, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, les vélos cargo, là, etc., qui existaient déjà, heureusement. Et on a fait en sorte que les services soient le plus rapidement mis en place possible pour éviter justement qu'on ait la facilité d'aller vers les grandes plateformes. Hein, voilà. Donc, les commandes se faisaient en ligne, mais en ligne au Hall d'Avignon ou en ligne à la boucherie, machin, et livré par les livreurs à vélo d'Avignon qui avaient créé leur entreprise depuis quelque temps déjà et qu'on a mis dans la boucle. Hein. Donc tout ça, ça veut dire tous les matins des réunions. Hein, on va faire quoi? Toi, tu fais quoi? Voilà. C'est extraordinaire les crises. Hein. Il y a que dans les périodes de crise hein, qu'on invente. Hein. On sait, dans toute l'histoire de l'humanité l'a montré. Donc des fois, il faudrait créer des crises artificielles quand ça va trop lentement. Oui, bon. Une crise sanitaire artificielle. Non, là, mais pas ouais. Mais c'est incroyable parce que les livraisons à domicile des repas, par exemple, tous les gens qui avaient des systèmes de livraison les personnes âgées ou autres, eh ben nous, on n'a pas fermé nos cantines scolaires. On les a maintenues ouvertes pour les livraisons à domicile des personnes et tout ça, il a fallu très vite s'y mettre. Il y a 5000 personnes qui travaillent à l'hôpital d'Avignon. Les enfants des hospitaliers d'Avignon, il fallait qu'ils aillent à la cantine, donc on les accueillait à l'école, etc. Et tous les matins, toutes les nuits, voilà. C'est sport, mais on apprend beaucoup de choses. Hein. Et le numérique, là, nous a été extraordinairement utile. Mais c'est un numérique local. Local, ça existe aussi. Et à nous de nous en emparer et d'être plus rapides que les autres. D'accord. Donc, il y a de l'espoir concernant l'essor du numérique. Voilà, ça ne favorise pas forcément que Amazon non. Et voilà. On est chacun comme on est et on voit tous les verres à moitié vides et à moitié pleins. C'est vrai que quand on les voit à moitié pleins, on a plus la pêche. Voilà. Mais la situation est la même. Ouais. Une question. Quelqu'un nous dit les exemples choisis traitent de ville-centre. A-t-on des exemples de pluricentralité entre villes, villages d'un même territoire? Comment l'espace public est-il partagé lorsqu'on réfléchit à l'échelle du territoire? Et quelqu'un d'autre nous dit en Île-de-France, les obligations de construction entravent tous ces vœux. Je n'ai pas compris la dernière question. En Île-de-France. Là, vous la voyez apparaître sur le chat. En Île-de-France, les obligations de construction entravent tous ces vœux. Quelqu'un de Vaucresson nous dit ça. Les vocations de construction. Ouais, peut-être que si la personne écoute, là, si elle peut préciser un peu
un peu cette question. Elle nous dit, il s'agit de votre allusion au SCOT. Oui, mais non, bon, c'est pas grave. Non, mais une chose est sûre, on continuera à construire. Ouais. On a d'énormes besoins de logements dans nos territoires, et en Ile-de-France, et à Paris, et de logements sociaux, etc. Donc, on continuera à construire. On a d'énormes besoins. On a combien de millions de chômeurs en France? Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y aura des constructions de locaux pour travailler, de bureaux, etc. Les agriculteurs ont besoin d'équipements. En effet, il faut que le SCOT organise ça derrière les pays, mais on continuera à construire. On ne va pas geler, voilà, me semble-t-il. Je ne sais pas si ça répond à la question parce que je n'ai pas tout compris. Bon, effectivement, les images, peut-être les images d'endroits qu'on connaît ou sur lesquels on a travaillé, mais cette notion de centralité, je vais reprendre l'exemple d'Avignon, qui est celui que je connais le mieux. On travaille avec nos services, avec l'agence d'urbanisme, pour toutes les micro-centralités du territoire avignonnais. Voilà. Parce que la question de proximité est une des questions les plus compliquées aujourd'hui pour des communes au-delà. Autant dans un village de 300, 400, jusqu'à 1000 habitants, il y a une vraie vie de communauté. Et dès que quelqu'un est malade, on la voit plus, pof, on s'inquiète et on va sonner à la porte. Et voilà, une personne âgée, elle est jamais seule. On va passer 4-5 personnes qui viennent voir. Nous, on a des quartiers avec des mairies de quartiers de 10 000 habitants. C'est juste pas possible, quoi. Il n'y a plus de vie de proximité. Donc là, on est en train de travailler, au-delà de ces mairies de quartier, à repérer toutes les micro-centralités d'Avignon, là où il y a une boulangerie, là où il y a un bistrot, là où il y a un petit centre social, etc., de façon à multiplier les micro-centralités. Et la société publique locale qu'on est en train de créer, pour acheter des lieux et pour les équiper et les mettre à disposition, elle est faite pour ça. Ces micro-centralités sont vitales. Enfin, la personne a raison de soulever ça, parce que un centre tout seul, centre-ville d'Avignon, c'est 10 000, 11 000 habitants, les 80 000 autres, ils sont loin du centre, hein. Donc c'est fondamental. Voilà. Merci pour la question. Alors, on va peut-être prendre une dernière remarque. Quelqu'un nous dit qu'avec le télétravail, les lieux de résidence vont peut-être évoluer avec une influence sur la localisation des besoins en construction. Donc, effectivement, on peut penser ça. Par exemple, à Nemours, on regardait à chaque fois les agences immobilières, et c'est vrai que les prix des maisons sont vraiment très attractifs. On se dit, voilà, si les gens peuvent habiter dans ce cadre-là magnifique, voilà, avec une maison à 100 000 euros, avec une liaison en train en 1 heure à Paris, ça peut effectivement être une aubaine. On peut avoir vraiment une vraie évolution de la répartition des besoins en construction. Alors, est-ce que vous y croyez à ça ou Non, Virginie, à Nemours, est-ce que vous avez déjà, est-ce que vous avez observé à Nemours une hausse des transactions ou des… Là, oui, il y a une hausse des transactions. Alors, une maison à 100 000 euros, non, hein, vous avez du mal à lire quand même. Bon, c'était quelques cas, ouais, voilà. Sinon, on va avoir un afflux là, de Parisiens. Non, on n'est pas sur ça, mais on n'est pas sur des prix non plus des prix parisiens, ou petite couronne, moyenne couronne. Hein. Mais bon, il y a quand même le télétravail, soit, mais il faut aussi que les entreprises jouent le jeu jusqu'au bout. Est-ce que le télétravail va s'instaurer hors crise sanitaire? Ça demande quand même une reconfiguration des modes de fonctionnement des managers des grosses entreprises parisiennes. Nous, ici, on a aussi quand même une population d'ouvriers
qui prennent le train très tôt pour aller travailler sur des chantiers en région parisienne, eux, le télétravail, c'est pas pour eux. Donc, par contre, on peut avoir un afflux plus ou moins important de cadres, et c'est ce qu'on vise, qui pourraient quitter leur logement proche Paris pour venir en effet habiter à Nemours ou dans un village à côté, sachant qu'ils ne seraient pas obligés de prendre des transports tous les jours, parce que malgré tout, ça reste une très forte contrainte au quotidien et une forte dégradation de son cadre de vie et de son fonctionnement que de faire 3 heures minimum de transport en commun tous les jours. Voilà, c'est quand même pas une fin en soi. Donc, il faudrait vraiment que le télétravail soit démocratisé et généralisé et réduire les déplacements à 1 journée ou 2 maxi par semaine à son bureau. Mais je ne suis pas certaine que les mentalités en soient encore arrivées là. Mais après, c'est mon avis personnel. Effectivement, oui, c'est vrai que le télétravail ne va pas de soi pour toutes les entreprises. Hein. On constate que pour certaines, voilà, toutes n'autorisent vraiment pas énormément de télétravail. Il faut encore que les mentalités évoluent à ce niveau-là ou pas. Enfin, c'est un débat, c'est un autre débat. Donc voilà, je pense que on va peut-être faire la pause déjeuner, car bon, il y a encore quelques questions, mais je pense que là, il est peut-être temps de faire une pause. On pourra reprendre ces questions-là cet après-midi. En tout cas, je vous remercie vraiment pour ces échanges, pour ces présentations extrêmement intéressantes et riches. Donc cet après-midi, on reprendra donc avec Chantal Decline, Pascal Urbain et Victor Pécheux, qui nous parlera de Villiers-le-Bel. Donc si vous pouviez rester également et assister cet après-midi aux échanges, Sébastien, oui. Comme ça voilà, vos interventions sont toujours bienvenues.